Au cours des deuxièmes journées béninoises de l'épilepsie qui se déroulent au Palais des Congrès de Cotonou sur le thème épilepsie et insertion socio-professionnelle, plusieurs communications ont été déjà données pour montrer que les personnes épileptiques peuvent vivre et travailler dans la société comme toute autre personne. À cet effet, des conseils leur ont été prodigués dont nous vous proposons de suivre un extrait. Je suis très content d'être de retour à Cotonou. Alors nous avons parlé aujourd'hui du retentissement de l'épilepsie, c'est le sujet de la journée, mais moi j'introduisais avec une nouvelle classification des crises et des épilepsies qui est en place depuis quelques années et qui a eu l'avantage d'apporter beaucoup de pratiques dans l'utilisation des classifications qui peuvent être très théoriques. Là, en l'occurrence, il s'agit de montrer aux personnes qui vont prendre en charge les patients épileptiques qu'il faut commencer par définir la crise d'épilepsie, ensuite essayer de définir le type de l'épilepsie, de penser aux copathologies, aux comorbidités possibles, de penser à la cause possible de l'épilepsie, et puis finalement d'aboutir, quand c'est possible, mais c'est possible seulement dans une minorité de cas, au diagnostic du syndrome épileptique. Donc, on a beaucoup progressé dans la mesure où maintenant, quand on enseignera aux étudiants, aux jeunes praticiens la classification des épilepsies, on leur apprendra en même temps à faire un diagnostic et à mettre en route la prise en charge de ces patients. Je pense que l'important, c'est de savoir rester pratique, orienté vers la pratique clinique et vers les patients qui ont besoin qu'on les aide. Et pour revenir au thème de la journée qui est le retentissement de l'épilepsie sur la vie quotidienne, sur la vie professionnelle, sur la société en général, je dirais qu'une bonne prise en charge de l'épilepsie permet aux patients d'être intégrés, de ne pas souffrir des exclusions qui sont habituellement liées au diagnostic de cette maladie. J'ai présenté un thème sur l'épilepsie et les troubles du neurodéveloppement. Et j'ai présenté en première partie les différents troubles du neurodéveloppement, en commençant d'abord par la définition des troubles du neurodéveloppement. Et ces troubles-là, il faut les comprendre par les perturbations du développement normal d'un enfant. Et ce sont des troubles qui arrivent suffisamment tôt dans la vie d'un enfant, généralement avant 3 ans. Voilà, d'abord donc j'ai rassuré une partie du public, donc notamment ceux qui ont des troubles moteurs, les troubles de communication et notamment donc n'ont pas plus de risques de faire de l'épilepsie que la population générale. Maintenant, ceux qui ont plus de risques de faire de l'épilepsie que la population générale, ce sont ceux qui ont les troubles du spectre autistique, les déficiences intellectuelles. Et dans ces groupes-là, on a ce qu'on appelle le syndrome de Rett et le syndrome d'Angelman. Maintenant, j'ai exposé donc, dans ma communication les différentes molécules qu'on peut utiliser pour soigner de l'épilepsie dans ces troubles-là. Et mon mot de la fin, c'est que tous ces troubles-là, même ceux qui sont accompagnés de l'épilepsie, peuvent être correctement pris en charge. Et les parents qui ont des enfants qui ont des difficultés dans leur développement avec ou sans de l'épilepsie, il est important pour eux de consulter un médecin pour avoir un diagnostic et un traitement approprié. Nous sommes à une ère où la scolarisation est importante. Dans pratiquement tous les milieux, la scolarisation est fondamentale pour les enfants. Les enfants y passent beaucoup de temps et pendant plusieurs années. Mais il se trouve que certains enfants n'arrivent pas à relever ce défi. Et c'est le cas des enfants souffrant d'épilepsie. Certains enfants souffrant d'épilepsie qui peuvent être confrontés à des difficultés d'apprentissage du fait de la maladie elle-même qui va impacter le développement cérébral. Surtout que quand ça commence assez jeune, ils vont avoir des difficultés sur le plan de la mémoire, du langage, de la réalisation de certains actes, ce qui fera qu'ils seront lents dans le traitement des informations. Ils vont avoir du mal à évoluer comme les autres enfants, comme leur père. Ils sont parfois stigmatisés, discriminés dans leur milieu de vie
dans le milieu scolaire, ce qui aura un impact sur le vécu psychologique, sur leur santé mentale. Et lorsque la santé mentale aussi est touchée, cela pourrait avoir un impact sur la scolarité, sur les apprentissages. Et donc, c'est ce qui a justifié le thème d'aujourd'hui. Nous avons situé les différentes actions possibles pour accompagner ces enfants, ce que les parents, les éducateurs, les enseignants doivent faire pour aider ces enfants, ce que nous, professionnels, nous devrions faire. Et il faut noter qu'il existe plusieurs professionnels pour accompagner ces enfants et également ce que les institutions doivent faire. Ce sont des enfants à besoins spécifiques. Ils ont des particularités développementales, ils ont des compétences, mais ils ont des déficits qu'il faudra compenser par tous les dispositifs que nous pourrons mettre en place pour leur bien-être, pour leur épanouissement dans la société. J'ai fait une conférence sur la relation entre épilepsie et conduite automobile. Il s'agissait d'éclairer les médecins sur ce que la législation béninoise dit en matière d'autorisation pour les sujets atteints d'épilepsie, sur leur capacité à pouvoir conduire et également donner des précisions sur la conduite à tenir du médecin face à un patient épileptique qui souhaite conduire. Quelles étaient les recommandations à leur faire dans ce sens? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au Bénin, ce qui prévaut, c'est le régime de la responsabilité pénale du sujet épileptique qui cause un accident de la circulation et qui blesse d'autres personnes. En dehors de ça, il n'y a pas d'obligation stricte qui l'empêche de conduire. Mais d'un point de vue médical, il devrait suivre les recommandations de son médecin qui devrait, pendant un certain temps, lui recommander de ne pas conduire de véhicules, aussi bien les véhicules à 2 roues que les véhicules à 4 roues. L'épilepsie est une maladie neurologique, chronique. Donc ce n'est pas contagieux, il n'y a rien de tout ça. Ça peut arriver par... On peut naître avec, comme ça peut survenir à la faveur d'un accident portant sur le crâne. Et il faut comprendre, retenir que l'épileptique peut travailler. Ils peuvent travailler seulement on va lui éviter des travaux qui pourraient l'exposer lorsqu'il ferait des crises. Et il travaille à condition qu'il soit bien suivi, son traitement soit bien suivi. S'il ne fait pas de crise pendant un certain nombre d'années, il peut faire tout travail. Nous invitons tout le monde, les uns les autres, à comprendre que nous pouvons vivre avec l'épileptique. Il ne faut pas le stigmatiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'isoler. Il est comme nous, sa crise ne dure pas plus de 10 minutes. Et c'est lié au fait que son cerveau est en train de travailler fortement, qu'il ne parvient plus et tombe. L'épileptique est quelqu'un de très intelligent et c'est ça qui fait ces crises. Le sport est déstressant, surtout un sport pas de compétition. Le sport de compétition vous met sous stress. Pas un sport de compétition, je veux m'entraîner tous les matins, à certains moments, soit entre amis, on fait le sport, c'est relaxant. Donc ça apaise le cerveau, il est conseillé de faire le sport, il peut faire tout sport d'entretien. J'ai travaillé sur la conduite à tenir devant la survenue d'une première crise en milieu hospitalier. Alors devant la survenue d'une première crise chez un adulte, il y a le plus souvent une cause derrière, une cause qu'on peut traiter. Et la cause peut être une infection, un AVC, une tumeur, une intoxication, la prise exagérée d'alcool, la dette de sommeil, c'est-à-dire que quand on est là, on ne dort pas régulièrement et le plus souvent devant certaines situations biologiques, c'est-à-dire manque de sodium dans le sang, dans une situation, par exemple, d'insuffisance rénale chronique et autres. Donc, en tout état de cause, la survenue d'une première crise épileptique doit amener directement le patient aux urgences et à partir de ce moment, le médecin va interroger, va poser donc des questions pertinentes, va pouvoir utiliser des examens de laboratoire ou de radio pour conclure à un diagnostic. Et j'insiste là-dessus, derrière une épilepsie chez un adulte, il y a le plus souvent une cause qu'on peut traiter.
D'où la nécessité, et je le dis encore, je le précise, d'aller à l'hôpital. Un épileptique doit garder espoir. Ce n'est pas une maladie honteuse. Et comme je l'ai souvent dit, c'est une maladie qu'on peut traiter. L'épilepsie n'est pas souvent une maladie contagieuse. Donc on peut vivre avec un épileptique, dormir dans le même lit, manger dans le même plat, prendre le bain dans la même douche. Donc en fait, les épileptiques doivent sortir de leur maison pour aller à l'hôpital et se faire soigner, pour avoir une vie comme les autres. Tout à l'heure, nous avons présenté la synthèse des travaux sur la mort subite et inexpliquée dans l'épilepsie. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que si le patient épileptique a des crises généralisées et que ces crises ne sont pas bien contrôlées, oui, on a un risque élevé de mort subite chez ce patient. Lorsque l'épilepsie n'est pas contrôlée, lorsque l'épilepsie survient surtout la nuit, on a un risque élevé de survenue de cette mort subite inexpliquée chez l'épileptique. Alors la prévention est capitale parce que si vous avez quelqu'un qui n'a pas d'équilibre au niveau de son épilepsie et qui a un risque élevé, donc vous comprenez qu'il faut équilibrer cette épilepsie-là. Donc le premier volet de cette prévention, c'est de mettre sous traitement et de bien suivre le traitement antiépileptique donné aux patients qui souffrent de cette maladie. Le deuxième volet, c'est aussi d'être informé et d'apprendre les mesures de réanimation urgente. Ça, tout le monde peut apprendre ça. Donc, c'est les parents les plus proches, puisque la mort subite inexpliquée chez l'épileptique va survenir à domicile, surtout la nuit. Donc, c'est les parents de l'épileptique qui vont d'abord faire la réanimation avant même d'appeler les secours et de transporter le patient à l'hôpital. Donc, c'est d'apprendre à faire cette réanimation à domicile. Ce deuxième congrès de la Ligue de l'épilepsie m'a beaucoup appris et j'ai compris qu'il faut assister les malades, les accompagner. Et puis, il faut noter aussi qu'il y a beaucoup de causes d'épilepsie. Et l'épilepsie, c'est vrai, c'est une maladie qui n'est pas bien connue parce que certains pensent que c'est une maladie contagieuse, d'autres pensent que c'est un mauvais sort et les malades vivent un drame, un martyre. Et là, il faut les assister, les aider. D'une part, la science a encore beaucoup à apprendre sur cette maladie. Il faut encore faire des recherches. Il y a des épilepsies qu'on provoque. De la même façon, dans la Bible, on dit qu'il y a des cas de possession qui présentent des formes d'épilepsie. Il y a aussi des épilepsies provoquées chez nous. Et ces épilepsies présentent les mêmes tableaux que l'épilepsie classique. Alors, ça pose de sérieux problèmes. Comment ça se fait? Il faut qu'on arrive à comprendre et à maîtriser, si possible, utiliser cette science-là aussi de nos parents pour faire le bien plutôt que de faire le mal. Moi, je suis content que de tels congrès s'organisent chez nous. Ça, c'est déjà un acquis. Et si vraiment ça peut continuer, ça serait intéressant. Et vraiment, au début, le président de la Ligue a dit que le chef de l'État a participé, le représentant du ministère de la Santé aussi. Ils ont dit que ça fait partie des soucis du chef de l'État. C'est très important parce que les cas d'épilepsie, depuis un certain temps, augmentent dans notre pays. Moi, par exemple, en un mois, je reçois au moins 4 ou 5. C'est un peu trop. C'est des choses rares. Maintenant, 4 ou 5 dans un mois, vous imaginez un peu ce que c'est. Et donc, il faut qu'on arrive à aller à la cause. Qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi tant de cas d'épilepsie de nos jours? Pourquoi? C'est très important. Et arrêter cette saignée-là, parce que c'est le pape. Je viens de faire une communication dans le cadre de ces journées béninoises de l'épilepsie sur la contraception et l'épilepsie, la contraception chez la femme épileptique. Alors la contraception, c'est tous les moyens qu'on va utiliser pour éviter que la grossesse survienne, soit de façon réversible, donc pour un temps, ou alors de façon définitive.
Alors cette contraception chez la femme épileptique est un peu particulière. Et la particularité est due au fait que les médicaments qu'on donne à la femme qui a une épilepsie pour prendre en charge sa maladie peuvent interagir avec la contraception. Et comment? Alors dans les deux sens, c'est-à-dire les médicaments qu'on donne contre la contraception peuvent agir sur les médicaments qu'elle prenait pour sa crise épileptique. Et ce que ça peut provoquer, c'est que ça peut entraîner une diminution de l'efficacité de ces médicaments qu'elle prenait. Donc c'est-à-dire la femme épileptique qui était équilibrée, qui ne faisait plus de crise, qui va commencer à prendre certains types de médicaments de contraception, va commencer à faire des crises. Donc ceci, c'est parce que la contraception qu'on lui donne est en train de diminuer, dans ce cas, l'efficacité des médicaments qu'elle prenait. Et dans l'autre sens aussi, c'est possible. C'est-à-dire la femme à qui on va faire une contraception, qui est épileptique, malgré qu'elle soit en train de prendre la contraception, va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte, pourquoi? Parce que justement, les médicaments de l'épilepsie diminuent l'efficacité de la contraception. C'est-à-dire les mêmes médicaments qu'on donnerait à une femme qui n'est pas épileptique, qui ne va pas tomber enceinte, on va donner la même chose à une femme épileptique, mais elle pourrait tomber enceinte. Donc, c'est dû au fait que cette interaction, ces deux médicaments, fait que chez elle, la contraception n'est plus suffisamment efficace. Or, ce qu'on veut, c'est que la femme épileptique, la grossesse chez la femme épileptique peut avoir des complications. Donc, on veut que la grossesse ne surprenne pas la femme épileptique. C'est-à-dire quand elle veut tomber enceinte, il faut que la grossesse soit planifiée. C'est-à-dire qu'on la traite, qu'elle soit bien équilibrée avant qu'elle tombe enceinte. Donc voilà un peu l'essentiel de ce que nous avons présenté. Cette prise en charge, justement pour cette raison, il faut qu'il y ait un dialogue entre le neurologue, celui qui la prend en charge pour l'épilepsie, et puis le gynécologue, c'est-à-dire celui qui va la mettre sous contraception. Nous avons présenté tout à l'heure une conférence sur les dysfonctions sexuelles masculines et l'épilepsie lors de ce congrès sur l'épilepsie, de ce deuxième congrès. Alors, il s'agissait surtout de savoir que le sujet qui a une épilepsie peut avoir des dysfonctions sexuelles masculines. Les dysfonctions sexuelles masculines sont des anomalies, des troubles qui vont perturber la fonction sexuelle normale de l'homme, tant sur le plan de la libido que de l'érection, que de l'orgasme. Alors, en gros, c'est que le fait que le sujet soit épileptique, son épilepsie peut être responsable des anomalies, des troubles, donc de dysfonction, des troubles sur sa sexualité. Le fait également qu'il utilise des médicaments, ces médicaments peuvent également être responsables de troubles à travers leurs effets secondaires et leurs effets indésirables. Et enfin, ce qui est vraiment important et qui est quand même du ressort du patient lui-même, c'est le stress que va engendrer l'épilepsie. Le patient va avoir peur de la survenue de crise, le patient va perdre confiance en lui et une panne érectile qui est toute simple va entraîner un cercle vicieux dans lequel le patient va entrer à cause de son épilepsie. Alors il est vraiment important que le sujet qui souffre d'épilepsie soit bien suivi par plusieurs spécialistes que sont le neurologue, l'andrologue et parfois les psychiatres pour une meilleure gestion de ces troubles-là. Le neurologue pourra ajuster les traitements ou changer le médicament. Le psychiatre pourra s'entretenir avec le patient pour lui redonner confiance en lui, pour des thérapies de couple même. Et l'andrologue va mettre des traitements qu'il faut pour améliorer cette fonction sexuelle. J'ai pris part à ces journées scientifiques sur l'épilepsie organisées par la Ligue béninoise contre l'épilepsie, et j'ai fait une présentation sur qui quitte de l'épilepsie et mariage, état des lieux de la stigmatisation en Afrique. Et vous savez, l'épilepsie est avant tout une maladie de la société. C'est plus une maladie de la société qu'une maladie biomédicale, dans la mesure où cette maladie est chargée et d'explications, d'interprétations liées qui renvoient à la sorcellerie, à l'envoûtement et à la divinité, au mauvais comportement et surtout à tout ce qui touche aux normes sociales. C'est comme si l'individu ne respecte pas les normes et les valeurs de la société. C'est en ce moment-là que l'individu prend cette maladie. Donc ces représentations sociales sont restées
Et j'ai essayé de montrer que ça accompagne le malade. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les malades ne recourent pas au centre de santé. Donc il va falloir déconstruire ces croyances, il va falloir déconstruire ces représentations sociales de cette maladie en essayant de faire de la sensibilisation pour amener, n'est-ce pas, les patients à comprendre que c'est une maladie des nerfs, que c'est une maladie qui a sa solution au centre de santé, dans la biomédecine. La médecine a évolué aujourd'hui et on peut vivre avec cette maladie, on peut guérir cette maladie-là au lieu de rester sous le poids de la société, au lieu de rester sous le poids de la stigmatisation et de la discrimination, au lieu de rester sous le poids des croyances. Voilà ce que j'ai essayé de montrer dans ma communication au cours de ces journées scientifiques sur l'épilepsie. Je remercie le professeur Adien pour l'organisation de ces journées béninoises de l'épilepsie, puisque l'épilepsie est une maladie taboue dans nos sociétés. C'est une maladie taboue et ceux qui en souffrent vraiment sont mis de côté. Alors, ces journées ont permis de savoir beaucoup de choses, ont permis de sortir la maladie de l'ombre et de sortir les patients aussi de l'ombre. Je connais beaucoup de cas, beaucoup de gens qui, parce qu'ils souffrent de cette maladie, n'ont jamais pu s'insérer dans le milieu professionnel. Et ce qui est bien dommage, parce que lorsque cette maladie est bien prise en charge, on peut la maîtriser. On peut la maîtriser. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut s'en débarrasser définitivement, mais on peut la maîtriser et s'insérer correctement dans la vie socio-professionnelle. Et c'est ce que nous sommes venus apprendre au cours de ces journées béninoises de l'épilepsie. Plusieurs spécialistes ont pris part à la chose et nous ont donné des éclaircissements. Et je crois que par rapport à ça, vraiment c'est tout un succès et nous remercions toute l'équipe et tout le collège qui a participé et qui a organisé les travaux.